beaucoup ont contribué à la rédaction de ce guide. Vous vous souviendrez sans doute, on avait fait une réunion le 14 mai 2024 où on avait évoqué ce guide. Donc là, on a repris les participants, en tout cas les ERC qui étaient présents et les personnes qui étaient présentes. Alors, vous connaissez sans doute tous l'activité des ERC, mais il convient de le rappeler, hein. Voilà, donc les espaces ressources cancer sont des lieux qui sont dédiés à l'accompagnement des personnes touchées par la maladie, mais aussi l'accompagnement de leurs proches. On a fait le constat qu'il y avait peu d'hommes qui participaient aux activités des ERC. On s'est intéressé à cette question. Voilà, donc réfléchir ensemble sur les freins qui font que les gens, les hommes avec un petit H n'y vont pas, et aussi sur les moyens pour mieux les inclure, les intégrer dans les activités des ERC. Parmi les témoignages, c'est Guy le Roc, qui est à la fois usager d'un ERC, mais aussi bénévole, parce qu'il anime une activité au sein d'un ERC. Alors Guy, est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience? Voilà, Guy, tu es un homme parmi les femmes au sein de l'ERC. Donc, ton vécu nous intéresse. Si tu peux nous en parler à travers des anecdotes, par exemple. C'est ma première question. J'aurais une deuxième question à te poser. Elle concerne donc l'activité de bénévole que tu mènes au sein de l'ERC. Mais commençons par la première question. Ton expérience en tant qu'homme parmi l'Assemblée des femmes. Ouais, bonjour. Comment on est? On m'a annoncé un cancer en 2010, en 2018. Donc, alors juste avant Noël. Donc, ça a été un coup. Donc, j'ai dû l'annoncer à mon épouse. Mon épouse venait de perdre sa mère d'un cancer et son frère était en phase terminale d'un cancer. Donc, j'ai dû annoncer que j'en avais un aussi. Donc, tout a été très vite. Donc, comment dire? Ça a été un coup juste avant Noël, un coup de tonnerre. Euh, mon épouse m'a regardé dans les yeux et m'a dit, désolé, je suis fatigué, je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider, là, je suis perdu, je sais plus quoi faire. J'ai fait tous les protocoles. Juste avant l'opération, comment dire, j'ai rencontré une infirmière, Satamé, qui m'a dit que le RC existait. Donc, en passant pour aller à la sécurité sociale à Douai, j'ai passé devant le RC. J'ai dit, bah tiens, je vais essayer de passer, de rentrer. Donc, j'ai ouvert la porte. J'ai rencontré Alison Savary, la responsable ERC, comment dire, du cancer. Donc, je lui ai expliqué mon cas, mais comment dire, dans un état désespéré, parce que pas d'aide, rien du tout, 58 ans, et en plus, c'était un cancer de la prostate bien avancé. Donc, pour un homme, déjà, on n'est pas bien dans la tête quand on vous annonce ça. Donc, j'ai fait ça, j'ai rentré à l'ERC, donc j'ai été opéré, une prostatectomie complète, et comment dire, un mois et demi après, j'ai dit, bon, il faut que j'essaye d'y aller à l'ERC. Donc, j'ai intégré l'ERC. Mon grand étonnement, quand je suis rentré dans la salle, une petite salle où on faisait du sport, il y avait que des femmes. Bon, donc un homme, comment dire, un homme de 58 ans, avec une prostatectomie et tout, donc ça veut dire couche, tout ce va derrière. Euh, J'étais pas bien dans ma tête. Je dis, mince, je vais me retrouver avec des femmes qui vont me regarder, qui vont regarder l'homme, comment dire, l'homme que je suis. Et en fin de compte, ça a été, comment dire, un autre regard sur moi. C'était un regard de bienveillance. De, j'étais l'homme avec eux, mais j'étais pas l'homme. J'étais une personne qui qui arrivait dans un ERC avec un cancer, sans un autre regard, sans rien, sans jugement. J'ai pas eu de jugement. J'ai eu des sourires. Tout a été super bien accueilli. Donc ça a avancé tout doucement. Donc comme vous savez, pour un cancer de la prostate, on a comment dire, il y a des dégâts derrière. Donc j'ai dit, est-ce que tout va revenir dans l'ordre? Et grâce à l'ERC, grâce à ces drôles de dames, comme je les appelle, mes drôles de dames, euh,
bah, leur regard, leur bienveillance, sur moi, leur accueil, leur rire, tout, bah, tout est revenu dans l'ordre presque 3 mois après. Je suis revenu dans tous les clous grâce à eux, parce que sans eux, je serais pas devenu que ce que je suis devenu maintenant. Donc voilà, c'est le RC, ça a été un changement dans ma vie. Donc le changement, mais un changement à 180 degrés, parce que on m'a ouvert des horizons, mais des horizons. J'ai rencontré plein de monde, plein de belles personnes, voilà, qui ont fait que ma maladie, ben, je l'ai passée tranquillement, sereinement, sans regard, sans rien, sans jugement, surtout sans jugement. On m'a pas jugé, on m'a jamais rien dit, on m'a jamais posé une question, malgré que, ben, il faisait chaud, j'avais un short avec une grosse couche, euh, aucune femme m'a regardé, m'a dit, ça, ce que j'ai, ça, c'était le point de départ de ma nouvelle vie. Voilà. Voilà déjà ce que je peux dire déjà sur l'entrée à l'ERC. Merci Guy. Ma seconde question concerne l'activité que tu mènes au sein de Ouais, l'ERC en tant que bénévole. Peux-tu nous en ouais. parler aussi? Ben là, ça a été, ben, comment dire, à l'ERC, on faisait des petites marches. C'était la coach sportif qui faisait des petites marches, mais autour de l'ERC. Et moi, dans ma vie, comment dire, j'aimais bien faire découvrir des choses. J'ai découvert tout dans le Douaisis et le cœur d'Ostrevent. Je connaissais plein d'endroits à découvrir. Donc, j'ai proposé en fin d'année 2019 de faire, comment dire, de faire une marche pour voir si ça allait fonctionner. Donc, avec les responsables, j'ai fait une marche de découverte. Donc maintenant, depuis 2019, je fais des marches, mais en faisant découvrir des endroits que j'aime et euh, le, tout en expliquant les endroits où je vais avec comment dire, de la rigolade, surtout de la rigolade, parce que maintenant, je rends tout ce que le RC m'a donné dans mon bien-être, je le rends maintenant en faisant du bien-être avec truc. Donc mon rôle, c'est de faire découvrir des endroits que j'aime, des endroits insolites, surtout insolites. Là, ici, vendredi, on a fait un pique-nique sur un super endroit. Donc je crée des choses comme ça de convivialité pour que tout le monde se sente bien et surtout oublie la maladie, oublie les traitements, oublie tout. Avec moi, quand je marche, je suis dans un autre monde. Je suis Guy le rigolo, le truc. Et je leur fais vivre autre chose, leur fais vivre, découvrir à côté de chez eux, à 3, 4 kilomètres des fois de chez eux, des endroits qu'ils connaissaient pas. Et je leur explique tout, tout, de A à Z. Voilà. C'est mon nouveau job bénévole à l'ERC et faire découvrir des endroits insolites. Merci beaucoup Guy pour ton témoignage. Je poursuis. Après Guy, je pense que ça va être le témoignage de Isabelle. Bonjour. Elle est coordonnatrice des activités au sein d'un ERC. Alors, Isabelle, quand on a travaillé ensemble sur l'écriture du guide, tu as évoqué une stratégie sur le aller vers. C'est une stratégie pour faire venir les hommes au sein de l'ERC. Voilà, on aimerait que tu puisses nous en parler, s'il te plaît. Bonjour à toutes et à tous. Merci Guy d'avoir exprimé tout ce temps de verser bienvenue et dans le non-jugement. Et je crois que c'est ça qui va commencer l'entrée des hommes au sein de l'ERC, puisque effectivement, lorsque l'on parle d'espace ressources cancer, lorsque l'on voit les annonces ou nos flyers qui ont été mis en place grâce à la région et l'ARS, eh bien, nous sommes dans un monde extrêmement féminisé. Et lorsque l'on parle de bien-être, eh bien, je me permets de dire tu, Guy, tu disais que tu avais 58 ans, c'est une génération qui est un petit peu avant la mienne et qui fait que ben, les hommes prendre soin d'eux, oser parler de leurs émotions, oser dire leurs souffrances, qu'elles soient physiques ou psychiques, on n'était pas autorisé, il faut pas pleurer, voilà. Donc ça, ce sont des générations qui ont beaucoup de mal à entrer au sein de l'ERC. Or, ce sont les âges de la prévalence des cancers. Donc on voit qu'on va avoir un travail sur ces
générations-là, bien que effectivement il y a de plus en plus de jeunes personnes qui ont un cancer, mais qui sont plus elles habituées à avoir une attention à leur corps et à de l'expression plus simple et plus facile peut-être des émotions. Encore que, puisqu'on parle parfois d'intimité, comme pour le cancer de la prostate, et du coup les mondes qui se côtoient ont très peur du jugement, des effets secondaires induits par les traitements et par les chirurgies. Et donc c'est vrai que réunir ce monde féminin, masculin, tout simplement dans une humanité, et avec une humanité c'est simple, il n'est pas si facile que ça. Donc déjà par rapport à cette problématique, c'est déjà un changement de vocabulaire. Parler de bien-être, peut-être parler de mieux-être, parler avec un vocabulaire qui soit beaucoup plus large et qui ne soit pas défini exclusivement par le bien-être, mais par la qualité de vie pendant les traitements. Trouver, pour parler de prothèses capillaires, ben, les hommes aussi ont des traitements qui peuvent être alopécients, mais c'est plutôt parler de crâne, cheveux et barbe, et donc de dissocier parfois notre vocabulaire tout en ayant effectivement des lieux qui vont être des lieux communs. Donc, comment aller donner un discours qui à la fois réunisse et les hommes et les femmes dans une problématique commune qui est celle du cancer et de leur traitement, avec des notions qui vont être différentes, compte tenu bien de l'appropriation du corps qui est différente, de problématiques qui vont être différentes, la sexualité qui va être elle aussi différente, avec des choses qui vont être communes, la difficulté des effets secondaires induits par les traitements. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé on a travaillé sur on travaille beaucoup avec des marque-pages. Donc au-delà du petit flyer que je vais reprendre, hein, que vous connaissez tous, où effectivement c'est extrêmement féminisé, que ce soit sur le recto ou le verso, on travaille nous avec des marque-pages qui vont redéfinir aussi l'ensemble des soins de support proposés. Et on a fait un marque-page plus global qui peut parler aux hommes et aux femmes, mais on a fait aussi un marque-page qui parle spécifiquement aux hommes. Et donc, dans l'activité physique adaptée, on va y mettre du rugby, on va y mettre de l'escrime santé et non pas de l'escrime cancer du sein, on va y mettre la plongée, on va essayer de tenter de masculiniser s'il en faut, encore que les femmes peuvent faire du rugby, c'est pas un souci, mais en tout cas, dans le vocabulaire de cet âge qui va être l'âge entre 50 et 70 ans, de plus le masculiniser et de parler aux hommes. Pour autant, lorsqu'ils arrivent à l'ERC, on voit qu'ils vont au contraire se sentir extrêmement bien. Guy, tu le disais tout à l'heure, une fois la porte est difficile à passer, mais une fois qu'elle est passée, eh bien il y a un mieux-être, il y a un bien-être et il y a effectivement il y a une communauté de destin et de parcours de vie qui s'unissent et la problématique de l'homme ou de la femme n'existe plus. Bien au contraire, il y a une bienveillance, une écoute et une compréhension de ce que vit l'autre qui est très très forte, quelle que soit la situation vécue, quel que soit le type de cancer vécu et quels que soient les effets secondaires, masculins et féminins. On va avoir des ateliers sexos, c'est très important, que l'on veut mixte, mais qu'on peut aussi individualiser puisque nous, au sein de l'ERC, nous sommes beaucoup, hein, j'ai vu pas mal de coordinatrices que je salue, on va à la fois avoir des ateliers collectifs, mais aussi des choses individualisées. Et lors des premiers entretiens d'inclusion, on va pouvoir orienter vers l'individuel, pour ensuite passer au collectif, ce qui va permettre l'inclusion, la meilleure connaissance. On s'apprivoise et ensuite on passe au collectif. Et pas l'inverse, arriver au collectif directement, c'est beaucoup plus complexe. En revanche, sur les questions d'alimentation, d'ateliers diététiques, eh bien là, le groupe n'est pas du tout vécu comme étant gênant, puisque les hommes sont de très bons cuisiniers, ils continuent à s'approprier cette thématique, et donc on va tenter de faire ces passages. En concernant le aller vert, la question que tu me posais, Antoine, effectivement, nous avons mis en place, on parle beaucoup d'Octobre Rose, même nos couleurs, nos codes couleurs, hein. On est bleu pour Movember, rose pour Octobre Rose. Il y a peut-être quelque chose aussi dans nos représentations qui va être complexe, hein. Rose pour les filles, bleu pour les garçons. On y est encore, bien qu'on a tout un travail à faire sur ce sujet, on n'est pas encore tout à fait bon là-dessus. Donc, on va avoir effectivement Octobre Rose qui va être un moment
il faut le faire, c'est très clair. C'est le premier cancer chez la femme. Il y a peut-être une petite déviance qui fait qu'on n'est plus exclusivement sur la prévention, mais aussi sur l'accompagnement et l'attention que l'on porte aux femmes qui ont un cancer du sein. Donc, on a un petit peu dévié le Octobre Rose qui était exclusivement fait sur la prévention et la santé publique avec un dépistage organisé, mais qu'importe. Et en revanche, sur Movember, on commence à avoir les prémices de personnes qui nous disent est-ce que vous voulez venir intervenir? Est-ce que vous pourriez? D'ailleurs, l'ARACT, nationalement l'année dernière, a fait une intervention auprès des entreprises sur Movember et j'avais pu y participer. Et donc, du coup, on a vraiment ce côté, il faut s'occuper des hommes, puisque eux ne parlent pas, bah, mais il va falloir aller leur parler. Hein. Et donc, on va en entreprise parler aux hommes et aux femmes. C'est du collectif, là aussi, sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir une attention à son corps, et en particulier par rapport à la prostate. Mais il n'y a pas de dépistage organisé. Donc, on ne peut pas aller sur de la santé publique avec quelque chose qui est aussi mobilisable que sur Octobre Rose. Pour autant, aller dans les entreprises, parler prévention, attention particulière au corps et de la prostate, c'est extrêmement important et c'est ce que nous faisons. Nous allons vers les hommes plutôt qu'ils viennent et dans le lot, si j'ose dire, des personnes rencontrées, on va avec un médecin, avec un neurologue pour avoir effectivement tout le côté scientifique qui soit bien posé. Eh bien, là, on voit des hommes qui déjà, dans cette relation qui se met en place, osent parler et dire, ben voilà, moi, des jeunes hommes qui ont un cancer des testicules ou qui sont soignés pour cela. Et en fait, la parole se libère à ces moments-là et on va avoir un discours des pairs hein, qui va se mettre en place et des inclusions plus faciles pour les hommes. Pour ce qui est des compagnons de vie, hein, les aidants, comme on les nomme, on a plus de facilité à faire des inclusions parce qu'on va proposer des soutiens psy individuels, pas de collectif, de l'individuel. Ils vont avoir cette habitude plus facile d'aller prendre des rendez-vous avec les psychologues. Et on va aussi avoir ici à l'association, même hein, au sein de l'ERC, on a mis en place du shiatsu que l'on propose aux hommes parce que cette connotation shiatsu, elle est plus masculine. Si on propose un massage avec une socio-esthéticienne, il y a quand même, d'abord, c'est une socio-esthéticienne, c'est un homme, c'est un massage. Bah voilà, il peut y avoir des réactions qui peuvent être ce qu'elles sont, en tout cas. Et ils vont être un petit peu réticents par rapport à ça. Ça ne leur parle pas. En revanche, le shiatsu, pour libérer à la fois les émotions et faire circuler l'énergie du corps, ça leur parle. Et là, on arrive à inclure au sein de l'ERC les compagnons de vie, les aidants, qui eux aussi viennent avec leurs épouses parfois, et on arrive à faire une mixité. C'est-à-dire que ce qu'on va proposer lorsque l'on a un couple, c'est d'avoir un rendez-vous pour l'homme, alors qu'il soit en soins ou qu'il soit compagnon de vie, ou qu'il ou elle, un soin pour l'un et un soin pour l'autre. Ce qui fait qu'on va inclure le couple parfois, parce que vous le disiez, tu le disais, Didi, tout à l'heure, quelquefois il n'y a pas l'espace pour le conjoint ou la compagne ou le compagnon psychologiquement de pouvoir être aidant. C'est un mot que je distille avec beaucoup de précaution, le mot aidant, parce qu'on fait ce qu'on peut aussi dans cette histoire-là, avec tout notre vécu, et que par conséquent, pouvoir coupler ces rendez-vous, ça permet l'inclusion là aussi des hommes. Voilà comment on tente de fonctionner. C'est pas simple, c'est pas gagné, mais en tout cas, on y travaille fortement. Merci beaucoup, Isabelle. Tu as bouffé plus que 5 minutes, mais Désolée, je suis une c'était- grande bavarde, hein. c'était très intéressant. Alors, Catherine Rémy, tu es chargée de mission à la RACT, on est collègues. Oui. Et tous les deux, on a commencé l'aventure des ERC il y a maintenant 3, 4 ans, je ne sais plus. 2022, c'est fin 2022 en fait. Ouais, ce serait bien que tu nous parles un peu de l'historique Bon, finalement. merci Antoine. Bonjour à toutes et tous. Oui, donc ça a commencé fin 2022 dans le cadre d'un appel à projet Santé 2020 de l'ARS. On a eu une demande de la direction de la santé du Conseil régional des Hauts-de-France, mais également de l'AGFIP Hauts-de-France. Ils nous ont sollicité pour réaliser une étude expérimentale auprès de 5 espaces ressources cancer de la région. C'était de mémoire Chantilly, Valenciennes, Calais, Maubeuge et Dunkerque. C'est les rubans de la vie, hein, l'association MRA, l'ERC du littoral, l'étincelle de la Sambre, qui est ici présente, hein, représentée ici, oui.
et puis l'espace santé du littoral. Alors ces espaces sont dédiés, enfin, vous avez eu une explication hein, par Isabelle, hein, en quoi consistent ces espaces et tout ce qu'ils peuvent apporter en termes d'ateliers individuels ou collectifs. Mais on s'était aperçu, nous, à RACT, que il n'y avait pas l'accompagnement pour finalement un meilleur appui aux salariés vers un retour au travail et au maintien à l'emploi après un cancer. Donc c'est quelque chose, enfin, ça n'y était pas soulevé en tant que tel. On avait des ateliers de confort, de soins, comme l'a très bien expliqué Isabelle tout à l'heure, mais on n'avait pas soulevé cette approche, enfin, l'approche du maintien et du retour à l'emploi. Enfin, en tout cas, pas dans tous les espaces, de tous les espaces ressources. Donc notre objectif finalement, c'était d'outiller ces animateurs, les animateurs de ces espaces, pour qu'ils soient en capacité d'agir avec finalement tout l'écosystème local qui peut aider à favoriser l'insertion et le maintien en emploi des personnes malades et de leur redonner finalement des réponses, des solutions, finalement un pouvoir d'agir dans la construction de leur retour et de leur maintien à l'emploi. Donc l'objectif finalement final était de favoriser l'intégration et les parcours professionnels et le maintien en emploi, encore une fois, de ces salariés atteints de cancer. Voilà. Finalement, ce projet, ça nous a amené plein de choses, hein. On a nous-mêmes, parce qu'on n'avait pas forcément connaissance de tous les interlocuteurs et organismes extérieurs qui pouvaient guider les malades dans cette démarche. On a aussi eu connaissance de dispositifs existants, je pense notamment à la RQTH par exemple, parce que tous les personnes dans ces espaces n'ont pas forcément connaissance qu'ils peuvent être reconnus comme en qualité de travailleurs handicapés et surtout ils ne savent pas forcément la durée, hein, que ça peut être limité dans le temps. Ça nous a aussi permis à eux comme à nous d'avoir des informations sur les pathologies et leur incidence dans la vie professionnelle. Et puis aussi la place laissée à une personne malade finalement au sein de l'entreprise. Donc, on s'est aperçu que c'était pas forcément évident. Donc, on a pu créer des outils suite à cette étude. Le premier outil, ça a été un premier guide intitulé Anticiper le maintien et le retour au travail après un cancer. Comment et qui pour vous accompagner? Ça, c'est arrivé donc en 2022. Et ça a fait d'ailleurs l'objet d'une présentation auprès des espaces ressources cancer, mais aussi du comité de pilotage qu'on avait tenu pour réaliser ce guide. Et puis, ça a aussi touché les partenaires, je pense notamment au service prévention de la santé au travail, et puis bien sûr des entreprises. Puis, on a aussi réalisé un jeu de plateau, alors ça c'était plutôt au début 2023, un jeu de plateau parce qu'on s'est dit que ça serait bien de pouvoir réunir les gens autour de la table et que le moyen de le faire, ça pouvait être la ludopédagogie. Donc, on a créé le jeu Travail et cancer, quel accompagnement? Qui a pour objectif finalement d'informer, sensibiliser les patients, mais également les entreprises aux enjeux du retour et du maintien en emploi des personnes atteintes de cancer, et puis de présenter finalement l'ensemble des acteurs et leur rôle dans l'accompagnement du salarié. Et donc, ce jeu il a été distribué évidemment à l'ensemble des espaces ressources cancer de la région. Mais ça va bien au-delà de ça, puisqu'on a eu nos collègues des autres ARACT et d'autres associations dans d'autres départements qui ont souhaité obtenir le jeu parce qu'ils ont trouvé ça très intéressant. Et puis, bien sûr, c'est de toucher aussi les entreprises et l'ensemble des acteurs de l'entreprise pour qu'ils puissent connaître les dispositifs et les accompagnements qui peuvent aider leurs salariés dans ce retour et ce maintien à l'emploi. Et puis, bien sûr, le dernier en date, hein, c'est notre guide, celui qui nous amène aujourd'hui, sur l'accueil des hommes dans les espaces ressources cancer. Voilà à quoi a servi cette étude. Merci beaucoup, Catherine, Je t'en prie. pour la présentation de l'historique. Alors, je reprends mon document. J'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Donc, après Isabelle, après Catherine, parole à nos experts, à commencer par Georges. Georges, dans le guide, tu es intervenu, en tout cas, tu as dit des choses au sujet des tabous, des pudeurs qui sont liés à la maladie. Et tu as évoqué l'idée de créer une histoire avec les usagers, sans parler de soi, dans le cadre des ateliers. Donc là, est-ce que tu peux nous en parler
un peu plus? Alors, moi, l'expérience que j'ai, c'est de travailler, enfin, j'ai beaucoup travaillé avec des adolescents en échec scolaire. Et puis, quand je les recevais, ils avaient toujours peur de rencontrer un psy parce on allait encore leur dire ton histoire, ta père, ta mère, tout ça. Et ils en avaient vraiment marre. Et puis je me suis rendu compte que il fallait, avec ces adolescents-là, inventer des supports de communication. Alors, ces supports de communication, c'était par exemple du sport, hein. Moi, je fais beaucoup de karaté. Et c'était aussi la musique, je suis percussionniste. Bon, et puis c'était aussi les maths parce que j'adore les maths, hein. Bon, et donc on pouvait faire tout ça, mais en jouant, par exemple, hein. Donc, essayer de repérer des espaces de jeu qui vont permettre, à un moment donné, non pas de parler de soi, mais de se projeter. Et puis finalement, quand on passe par des relais comme ça, ben, on finit par parler de soi, hein. Et donc, c'est ce qui fait que, à un moment donné, j'en ai fait un outil. Mais j'avais aussi un outil d'entretien, c'était le blason, hein. Et je me suis rendu compte que à travers le blason ben, que Antoine pourra présenter, hein, en tout cas au niveau des différentes cases, on s'est rendu compte que eh ben, quand ils étaient plongés dans le blason, le blason était tellement projectif, hein, donc la devise, enfin des choses comme ça, l'image qui me caractérise, etc., etc. Ben, il y a des choses qui sortaient qu'aucun psy n'avait réussi à avoir et disait, bon, je ne veux pas aller voir tel psychiatre parce que il me prend pour, on dirait que c'était écrit ici débile mental, etc., etc. Donc voilà un peu l'expérience. Et donc à partir de là, qu'est-ce que je repère? C'est que finalement, le- ça révèle que à un moment donné, on se rend compte que les personnes ne sont pas à l'aise avec la parole. Parce que parler, c'est pas évident, hein. Mais qu'est-ce que c'est que parler? Est-ce que c'est pas l'expression, hein? Mais je me rends compte aussi que en parlant, les gens ils viennent retraduire des stéréotypies qu'ils ont, hein. Par exemple, si je prends un adolescent africain, par exemple, quand il parle à un adulte, il baisse la tête, il baisse les yeux. Et là, les personnes pensent que, eh ben, il n'est pas honnête, il parle. Mais non, c'est culturel cette affaire-là, hein. Quand on parle à un adulte, par respect, on baisse les yeux. Voilà un exemple. Et donc, voilà, tout ça, on va s'habituer à des choses comme ça. Mais on peut aussi parler ça c'est la parole, on peut aussi parler par le corps, hein. Le corps est vraiment un véhicule, enfin, un vecteur de communication sensationnel, hein. Je ne vais pas aller dans les détails. Et puis l'autre élément que je me rends compte, c'est que il y a aussi les apprentissages, hein. Et on peut verbaliser les choses par les apprentissages. C'est là que je parle du rapport au savoir, hein. Je ne vais pas aller dans les détails, hein, les différents types de rapports au savoir. Et puis, dernier truc, c'est le rapport au travail, hein. Et donc, l'idée, c'est de dire, tous les supports qu'on va amener, c'est de faire en sorte que je sois à l'aise avec moi-même, être à l'aise avec la parole, être à l'aise avec son corps, être à l'aise avec le savoir, hein, au-delà des apprentissages, hein. Il y a plusieurs types de savoir. Moi, chaque fois, j'ai raconté que là où j'avais appris beaucoup de choses, c'était lorsque je suis reparti au village en Afrique et rencontré les Pygmées et qui m'ont appris à déconnecter mes émotions. Vous vous retrouvez par exemple devant un lion, le réflexe, c'est quoi? C'est de s'enfuir. Alors là, le pygmée il va te dire, reste là, tranquille, tu bouges pas, parce que le lion, son réflexe, l'instinct animal, c'est tu cours, et lui, ce qu'il sait faire, c'est de courir, t'attraper et te manger. Voilà. Et le pygmée va te dire, calmos, tu déconnectes tes émotions, tu es zen, et puis bon, ben voilà. Donc, j'ai appris là ce qu'on appelle l'intelligence expérientielle, hein, ou l'intelligence vitale. Voilà.
Donc voilà un peu la somme des choses qui ont fait que à la fois observer les qualités, les capacités que les personnes on va dire en difficulté, que ce soit une maladie, que ce soit des problèmes d'inceste, que ça soit enfin, tout ce qui empêche l'être humain d'exprimer le soi, hein. Donc être soi, c'est apprendre à exprimer ce soi-là. Et on est un soi multiple, et je dis polysensoriel, voilà. Pour ne pas faire mon savant, hein. Voilà. Parce qu'Antoine va tout de suite me dire stop, 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 hein. Et que tout le travail, c'est de se réconcilier. Un travail, moi j'appelle ça de reliance, hein, de retrouver des liens perdus avec soi-même, avec les autres, avec les choses, avec son environnement. Voilà, j'en ai terminé. Bah, merci Georges pour, euh, pour ton éclairage. Et donc après Georges, j'ai un collègue, Larac, qui s'appelle Jean-François Pile, qui nous a aussi apporté un éclairage intéressant dans la rédaction de ce guide. Alors, Jean-François, tu as une riche expérience sur les stéréotypes liés à la prise en charge de la santé en lien avec le genre. Est-ce que tu peux nous parler du rapport que les hommes entretiennent avec la maladie et avec la santé? Après les propos fort intéressants de Georges, je vais essayer d'apporter une vision plutôt sociologique, complémentaire, pour parler donc des rapports masculins aux soins, qui finalement entremêlent une question de normes viriles et puis aussi un sentiment d'illégitimité dans certaines situations. Donc quand on s'interroge, là puisque c'est le cas, hein, sur la moindre fréquentation des hommes dans les ERC, il ne s'agit pas de pointer un manque d'intérêt ou une négligence individuelle, bien entendu, vous l'avez dit, hein, il faut aller un peu plus loin et regarder ce que la société fait des hommes et ce que la société attend d'eux. Hein, notamment face à la maladie, à la douleur ou aux besoins d'aide. On voit, on sait, hein, on a tellement d'études hein, qui expliquent que dès l'enfance, les garçons et les filles sont éduqués, orientés, façonnés de manière différente. Les garçons sont souvent encouragés à être forts, à tenir bon, à se montrer résistants, autonomes, invulnérables, et à l'inverse, les filles sont socialisées à écouter leur corps, à mettre des mots sur leurs émotions et à chercher du soutien. Et donc, ces apprentissages précoces, ça laisse des traces durables, hein, ce que Bourdieu appelait des schèmes, hein, donc des schèmes de perception, d'appréciation et d'action. Autrement dit, c'est la manière de se ressentir dans la société, de penser, d'agir, hein, qui est concernée, c'est-à-dire la manière dont sont incorporées, enracinées, intériorisées, toutes les manières de paraître. Dans la société. Donc c'est le fruit vraiment d'une forme de conditionnement social qui a été répété donc dès l'enfance. Et donc concrètement, ça veut dire que consulter, exprimer un mal-être, participer à un groupe de parole ou se rendre dans un lieu d'accompagnement, ça peut être vécu par un homme comme une forme de transgression sociale. Non pas parce qu'il serait opposé sur le fond, mais parce que ça entre en contradiction avec l'image attendue de ce que doit être un homme. Et il y a une notion intéressante, hein, enfin, cette image dominante, ça a été analysé et nommé par la sociologue Connell, qui parle de masculinité hégémonique. Et donc, elle désigne ça comme un modèle dominant de virilité, c'est-à-dire être fort, autonome, maître de soi, ne pas plier, ne pas faiblir. Et ce modèle, ben, ça fonctionne vraiment comme une norme implicite, hein, c'est-à-dire que même si les hommes n'y adhèrent pas tous, ça pèse malgré tout sur eux et même plus globalement sur l'ensemble hein, des membres de la société, et ça agit, ça influence. Et donc dans ce contexte, hein, fréquenter un ERC, ça peut être vécu aussi comme une mise en danger symbolique, hein, une remise en question de sa légitimité, mais une légitimité sociale, hein, c'est vraiment un construit social, une atteinte à son identité d'homme. Et donc, euh, c'est pas tant le soin en lui-même
qui pose problème, c'est la manière dont il est, comment dirais-je, la manière dont le soin est codé, symbolisé, interprété dans notre culture et dans notre culture sociale. Donc ça ne tient pas seulement des représentations, hein, ça tient aussi à l'esthétique des lieux, ça a été un peu évoqué, au format proposé, aux activités qui sont mises en avant, aux supports de communication, etc. Et donc, euh, même à tort, hein, lorsqu'un dispositif, ben, il est perçu comme féminisé ou féminin, même à tort, hein, ça peut produire un effet d'exclusion involontaire, un sentiment de non-appartenance, voire d'illégitimité pour les hommes. Et donc en retour, hein, ça a été dit, hein, mais cette distance, hein, ça peut avoir bah, des effets délétères, hein, un moindre recours aux soins, des prises en charge qui seraient plus tardives, moins d'expression de la souffrance, plus de risques de désinsertion, plus de passage à l'acte suicidaire, etc., etc. Et donc bah, cette posture d'autocontrôle, hein, de maîtrise, de silence que impose entre guillemets la société, elle est loin d'être protectrice, hein, bien au contraire, elle est enfermante, isolante et dangereuse. Et donc pour conclure, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que proposer un soin, ça suffit pas. Il faut que ce soin, ben, il soit investi, accueilli, accepté par les hommes. Et donc pour cela, il faut qu'il soit reconnaissable, recevable, symboliquement, c'est ça qui est important, symboliquement accessible. Et donc ça suppose de travailler sur les normes, de transformer les codes, d'ouvrir les cadres de ces accompagnements, non pas pour euh, c'est pas pour une question de forcer hein, les personnes à venir y participer, mais simplement de permettre. C'est pas pour corriger hein, quelque chose. C'est pas pour faire en sorte que les hommes viennent davantage en tant que tels, mais c'est simplement pour leur faire une place. Merci Jean-François pour ton éclairage aussi. Jean-François a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. On pourrait l'écouter pendant longtemps. Il a dû faire un gros effort, Jean-François, pour réduire son intervention, parce que je lui ai demandé de le faire. Mais voilà, c'est une ressource rare que nous avons à la RAC sur ce sujet-là. Vous pouvez bah, le contacter pour poursuivre l'échange. Alors, je regarde l'heure, je trouve qu'on est bien, parce qu'il il nous reste un quart d'heure. Et je sais que parmi les participants, euh, il y a aussi des personnes qui ont une expérience, à la fois en tant que coordonnateur, coordonnatrice des activités au sein des ERC, mais aussi en tant qu'usager, euh, homme avec un petit H dans les ERC. Alors, voilà, sentez-vous tout à fait libre de prendre la parole. On a conçu ce temps comme un temps d'échange, alors c'est le moment. Oui, bonjour à tous. Ben, moi, je suis un usager un peu particulier parce que l'accompagnement, j'ai débuté à l'époque où les ERC n'existaient pas. C'était essentiellement de l'activité physique. Et par ce canal-là, ça a développé une sociabilité au sein du groupe. Et à un moment donné, quand il y a eu la réorganisation de la Picardie et des Hauts-de-France, on a été un peu déstabilisé parce que dans le groupe, on a eu l'impression que on voulait faire disparaître ça. Et on s'est motivé pour, au contraire, essayer de le maintenir. Et pourquoi? Parce que j'ai une analyse en 5 points que je voulais vous faire partager éventuellement. Les défis auxquels on est confronté quand on a cette maladie, la première chose, c'est que la réponse médicale est une réponse individuelle. Et on est entre les mains de techniciens, de médecins qui ont des pratiques de très haut niveau. On comprend que c'est de la médecine très sophistiquée, que notre vie en dépend et très régulièrement, donc ils arrivent à régler le problème. Par contre, une fois que le geste technique est terminé, on est remis dans la nature et on est laissé un peu à on est laissé tout seul. Et là commence le problème de l'intégration dans la société avec un protocole post-soin qui a une dimension collective. Et tous les problèmes évoqués, donc la féminisation,
le apport très minoritaire des hommes, il faut le voir justement sur le fait que les hommes âgés en fin de carrière professionnelle, après avoir survécu par le protocole médical, se retrouvent à devoir reconstruire une image sociale, et le rôle de l'ERC est beaucoup plus important qu'on peut le penser, parce que beaucoup plus complet que le simple protocole de résilience qu'on peut mettre en place pour traiter le problème. Un autre aspect, alors bien sûr, j'aimerais bien en parler avec Jean-François Piltillet, et si jamais je peux le joindre, ah ben il a quitté. Non, il n'a pas quitté, il a dû se déconnecter 2 minutes, mais il va se reconnecter, vous inquiétez pas, désolé. D'accord, j'aimerais bien pouvoir en parler d'une manière un peu plus détaillée avec lui. La deuxième chose, c'est que on parle de la santé au travail. Il arrive de plus en plus aujourd'hui, et les discussions sur les retraites sont en train de se terminer, et le point d'achoppement, c'est la pénibilité. Et on a eu des exemples à l'ERC à Chantilly de personnes qui avaient, des personnes atteintes par la maladie, à qui on a fourni un exosquelette pour pouvoir continuer à son activité dans le système. Et donc, il y a peut-être une réflexion à avoir beaucoup plus générale sur les travaux pénibles, la pénibilité au travail. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des assistants, alors matériels comme un exosquelette, des assistants vocaux, utiliser des prothèses qui permettent de faciliter le retour au travail des personnes qui ont été diminuées dans un premier temps par cette maladie. Un point important, ce sera le troisième point, vous ne l'avez pas évoqué, mais pour envisager sereinement un retour à l'emploi, et peut-être que c'est une activité qu'il faudrait développer au sein des ERC, ça existe chez France Travail, mais au sein des ERC, il faudrait envisager un bilan de compétences avec éventuellement la coordination avec France Travail sur la réorientation de carrière. Très souvent, après la maladie, la carrière ne peut pas reprendre dans le même poste, et pour beaucoup de raisons. Et un bilan de compétences permettrait justement de permettre aux personnes concernées d'envisager une poursuite de leur carrière dans une autre direction, de faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant, et de découvrir des compétences qui étaient un peu sous-estimées. Alors, j'en parle parce que justement, à Chantilly, ça existe un peu, mais je pense qu'il faudrait le généraliser et le rendre comme un point clé et spécifique aux ERC. Un point qui ne concerne pas directement les ERC, mais c'est le point 4 pour moi, resensibiliser le management des entreprises à la spécificité des personnes malades, et avoir pour les managers dans les entreprises, mais pas que, des formations dans des facteurs organisationnels et humains. Ça existe et c'est obligatoire dans l'aérien. C'est en train de se mettre en place petit à petit. Il y a eu un congrès la semaine dernière à Bordeaux là-dessus, dans la médecine. Et ils envisagent à terme, à une échéance de 2-3 ans, que ça soit non plus une formation facultative, mais une formation obligatoire et qualifiante dans les études. Et ça, il faudrait le prévoir avec une campagne de sensibilisation dont l'acteur principal pourrait être la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais ça, c'est à voir avec les spécialistes et tout ça. Et pourquoi c'est important, et ce sera le dernier point, c'est que si la personne malade retourne dans son poste, le poste qu'il avait initialement avant la maladie,
il y a quelque chose qui va être extrêmement difficile à prendre en compte par l'entreprise et par les collègues, c'est une variabilité de la performance. Quelqu'un qui vient de subir une chimio et qui a repris brutalement, j'ai malheureusement un exemple en tête, euh, le lendemain d'une chimio, le surlendemain, et parfois dans des situations très difficiles pour pouvoir accomplir une tâche qui d'habitude ne lui pose aucun problème. Et ça, cette variabilité de la performance sur le lieu de travail, il faudrait aussi le formaliser, le verbaliser pour sensibiliser tous les gens qui sont concernés, de près ou de loin, au personnel malade en situation de travail. Merci Thierry, merci pour votre... L'intégration dans les zones. Alors, pour l'intégration dans les zones, oui, bien sûr. Quand je suis arrivé à l'ERC, effectivement, quand l'ERC s'est mis, j'étais effectivement tout seul. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'ERC n'était pas fait pour accueillir les femmes ou les hommes, était fait pour accueillir des malades. Et sans distinction, et cette caractéristique a été maintenue tout au long, ce qui fait que les hommes qui ont le courage de franchir la porte de l'ERC, l'essayer, c'est un peu l'adopter. Et donc, en se focalisant sur la maladie et la post-soin, et uniquement sur ça, on peut fidéliser la présence masculine au sein des ERC. Merci. Cécile, tu peux même parler de l'expo photo? Effectivement, on avait la première expo qu'on a fait, c'était une expo photo, c'était uniquement des femmes. Et on a un couple où la femme venait et elle a finalement réussi à convaincre son mari de venir parce qu'il est venu à l'inauguration de l'exposition, il a vu les lieux, c'était pas, il est venu de façon informelle en accompagnateur. Et du coup, il a compris ce qu'on faisait réellement en venant découvrir les locaux avec son épouse. Et du coup, il est venu avoir des soins parce que lui-même était touché par un cancer. Il faut qu'il soit presque accompagné pour venir. Merci, je trouve que c'est un beau témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui souhaitent prendre la parole? Oui, moi je veux bien. Donc, je suis Caroline Delcourt, je suis assistante sociale à la sécurité sociale. Donc, j'ai une très mauvaise connexion, je vous entends à moitié. Mais je voulais revenir sur le point du monsieur qui vient de parler concernant la reconversion professionnelle. Les assistantes sociales de la sécurité sociale, les assistantes sociales de la CARSAT, c'est les mêmes. Et justement, elle travaille la reconversion professionnelle et justement le dispositif le plus adapté pour la personne quand elle est en arrêt. Alors normalement, c'est censé être déployé sur toute la France, mais avec chacun des possibilités sur leur secteur, hein. Enfin, on n'est pas tous égaux là-dessus par contre. Mais la reconversion professionnelle, elle est déjà travaillée par le service social de la sécurité sociale pour les personnes qui sont en arrêt, qu'elles soient reconversion professionnelle ou maintien au poste. Ce sont des choses qui sont abordées, mais encore faut-il que les assurés, enfin les personnes malades, passent la porte de la sécurité sociale. Et ça, c'est parfois pas facile. Et c'est d'ailleurs comme ça que s'est créée une action collective au niveau de l'île Douai avec Antoine et Guy pour les personnes de l'ERC de Douai. C'était justement pour se faire connaître et travailler cette reconversion professionnelle. Voilà, je voulais juste apporter cette petite information. Mais est-ce que vous avez communiqué sur ce sujet? Parce que moi, j'étais administratrice à la sécurité sociale pour la CFE-CGC. J'ai jamais entendu parler. Oui, on a communiqué, oui, oui. Vous savez, la sécurité sociale, c'est une Moi, grande c'est boule. Et du coup, les chemins se rencontrent pas toujours. Je vais en parler parce que ça serait bien même pour nos adhérents qu'ils soient au courant, quoi. Ouais. Pas de souci, oui, il n'y a pas de problème. Faites-en la promotion. Oui. Je vous recontacterai. Ok. Merci, Muriel. Merci, Caroline. De rien.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Pour rebondir sur ça, nous, c'est vrai qu'au niveau de l'espace ressources cancer, avant, on avait la possibilité d'avoir un coach emploi. Bon, ça s'est arrêté parce qu'il y avait très peu de demandes. Et du coup, nous, on réoriente systématiquement sur les assistantes sociales de la CARSAT CPM pour justement retravailler toutes ces questions-là liées à la reprise du travail, les visites de pré-reprise, parce que il y en a énormément qui ne sont pas au courant de la visite de pré-reprise, par exemple. Et c'est vrai que je les vois souvent arriver un peu paniqués dans mon bureau en me disant qu'est-ce que je vais faire aidez-moi. Et c'est vrai que moi, nous, on n'a pas forcément les billes, hein. Moi, je suis de formation assistante sociale aussi. Mais je trouve que c'est plus judicieux, effectivement, de réorienter, en tout cas, sur les assistantes sociales de la CARSAT et de la CPM. C'est un bon partenariat, là, du coup, qu'on arrive bien à mettre en place. Et c'est vrai que nous, on n'a que de bons retours et ça soulage, en tout cas, beaucoup de personnes, beaucoup de bénéficiaires, en tout cas, qui se questionnent énormément sur ça, quoi. Merci Ouais. beaucoup, Amandine. Cécile, Ouais, moi, je voulais dire pareil, on a un bon partenariat avec les assistantes sociales de la CARSAT qui viennent faire des cycles d'information sur les droits et devoirs des patients et qui prennent après en individuel les personnes qui ont participé à ce cycle de trois ou quatre conférences, ça dépend du nombre de personnes. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On a vraiment créé des liens. Et elles sont aussi très impliquées à l'ERC. Quand on fait des manifestations, elles viennent et vraiment, elles s'impliquent énormément dans notre projet. Notamment sur l'accompagnement au coaching aussi, elles viennent, elles participent. Et sur le travail qu'on avait fait sur tout cet accompagnement au travail, elles nous ont beaucoup aidés. Donc, elles viennent régulièrement à l'espace ressources. Moi, je vais me permettre de revenir sur l'inclusion des hommes, hein, qui effectivement concerne le retour au travail et le maintien dans l'emploi, mais c'est aussi un travail qui est à faire avec les personnes qui nous indiquent et qui nous envoient les hommes ou les femmes, c'est les hôpitaux qui eux aussi parlent beaucoup aux femmes et pas beaucoup aux hommes. Donc c'est tout un travail qui est à faire aussi avec les orientateurs, parce que eux aussi ont des représentations qu'il va falloir faire bouger et ils n'envoient pas les hommes. Et ça part aussi de là. C'est du milieu hospitalier et du milieu médical qui reste dans une formule très, très féminisée du soin de support. merci beaucoup, Isabelle. Je vais laisser ma collègue Delphine conclure cette séance. Oui, eh ben, écoutez, merci pour votre participation. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir tenu le timing. À bientôt. Merci.